Comment j'en suis arrivé là? Je vais vous montrer tout simplement de manière chronologique le déroulement des événements. D'où je viens, comment j'en suis arrivé à ce point, comment je l'ai surpassé pour être aujourd'hui là où je suis. Pour commencer à l'origine, je viens d'une famille principalement scientifique. Mon père est dans les sciences et physicien, ma mère était dans le social. Les deux sont aujourd'hui retraités. J'ai 4 frères, dont 3 demi-frères, tous plus grands que moi. Je suis donc le dernier et sur les 4, 3 d'entre eux ont fait classe préparatoire. Pour la faire simple aussi, sur les 3 qui ont fait classe préparatoire, ils ont tous très bien réussi leurs études. Du coup, je sens déjà des jeunes une pression, j'ai envie de faire comme eux, j'ai envie aussi de faire plaisir et d'aller en voie scientifique tout simplement puisque dans la famille, c'est ce qu'on fait, ils ont tous réussi dans ce domaine, donc finalement pourquoi pas moi, même si j'ai un de mes frères qui n'a pas fait ce chemin-là, il fait figure plutôt d'exception, et clairement c'est la voie scientifique qui prédomine globalement. Pour cette raison, et par aussi ambition, je voyais aussi ça comme un peu la voie royale, je décide de faire un bac S spé maths, je le passe, j'ai mon bac, très bien. Suite à ça, je ne veux pas me lancer dans les sciences puisque c'est tout simplement pas ce qui m'intéresse fondamentalement, et je décide de passer Sciences Po en 2012 que je rate. Je vais donc en prépa littéraire dans l'espoir de préparer à nouveau Sciences Po, de le passer l'année suivante et une nouvelle fois je rate Sciences Po. J'ai littéralement 4 sur 20 à l'épreuve d'histoire géo qui était la démocratie en Europe, sujet que j'adorais, dont j'étais passionné, que j'avais travaillé en grec, en Hippocagne, donc en première année de classe préparatoire littéraire. Et cette note me fait un peu comprendre que finalement, je pense tout simplement que je n'avais pas le bon état d'esprit. Quand même passionné par les matières littéraires, dont la philosophie et l'histoire principalement, je continue dans cette voie et je fais une année en Cagne. Je tente l'ENS dans le but d'intégrer une école de commerce et j'intègre une bonne école de commerce. Elle ne fait pas partie des meilleures, mais elle me satisfait tout à fait. Et quand je passe tout simplement mes entretiens dans l'école, j'adore l'ambiance et je sais que je veux aller dans cet endroit. Donc en 2014, je finis mes 2 années de classe préparatoire et j'intègre une école de commerce. Pour être plus précis, l'école de commerce de Rennes, ça a son importance dans la suite des événements. Du côté de ma vie personnelle, je commence le volleyball en club à partir de 5 ans, j'ai toujours adoré le sport. J'étais toujours celui qui organisait les parties de foot à l'école. J'étais celui qui passait sa vie littéralement à courir dès qu'il le pouvait. Même en étant tout seul dans mon jardin avec un ballon et une cage de foot, je pouvais m'amuser vraiment seul à courir, bref, m'activer. À l'âge de 13-14 ans, j'ai 10 à 12 heures de sport par semaine minimum. J'ai déjà 8 heures d'entraînement, 2 fois 4 heures le jeudi et le mardi. Le mercredi en association sportive, plus les compétitions. Bref, je passe ma vie à faire du sport. En 2011 et 2012, j'intègre une équipe de National 3. Donc je passe mon bac S en étant engagé dans une équipe au niveau national et en travaillant dur pour aussi intégrer Sciences Po et passer mon bac S. La suite de l'histoire, c'est quoi? C'est que une fois que j'ai mis les pieds en classe préparatoire, je n'avais absolument plus le temps pour pratiquer du sport. Et donc j'arrête tout simplement de faire du sport de manière régulière pendant 2 ans de manière consécutive. Ce n'est qu'en 2014, quand j'entre durant ma première année d'école de commerce, que je reprends à faire du sport de manière ludique. Rien de très sérieux, c'était du loisir. Donc voilà un peu le contexte. Arrivé une fois en école de commerce, qu'est-ce que je me dis? J'essaye plusieurs travails différents. Je commence en tant que vendeur de chemises à Paris. J'évolue en vendant des articles de luxe dans des magasins assez connus à Paris, pour ensuite faire un stage en tant que commercial, qui se déroule très très mal. En 2 mois, ça s'est fini par des menaces de mon supérieur au téléphone à base de « je vais venir chez toi et ça va très mal se passer ». Autant vous dire que j'ai arrêté tout de suite mon stage. Puis après, j'ai intégré un stage en audit interne à la Croix-Rouge française. Pourquoi je me suis dirigé vers l'audit? Tout simplement puisque je suis quelqu'un qui aime l'organisation, les structures et les procédures claires. J'aime les chiffres, j'ai toujours été passionné par les calculs, sans pour autant être passionné par les mathématiques, mais les calculs, oui. De ce fait, je retrouve dans ce métier une organisation claire, des chiffres, des procédures claires, tout ce que j'aime et ça se passe super bien. Ce premier stage intervient donc fin 2016, de novembre à avril 2016, et j'ai déjà mes premières questions.
mes premiers grands questionnements, notamment vis-à-vis de ma situation, ce que j'aime faire, ce que je n'aime pas. Et je tombe sur le livre Le Courage de Osho, qui est un excellent livre si jamais vous avez des doutes vis-à-vis de votre courage à prendre des risques ou non. Est-ce que votre vie a du sens? Est-ce que vous faites les choses qui vous plaisent vraiment? Tout simplement, est-ce que vous avez le courage de vivre la vie que vous souhaitez? J'ai adoré le livre, j'ai commencé à rentrer donc dans un peu plus de questionnement, je me suis laissé pousser les cheveux, si j'arrive à trouver une photo, je vous la mettrai. Mais bon, il se passe pas mal de choses. Au cours de ce stage, on se faisait auditer par un cabinet de conseil, par Deloitte, et en discutant tout simplement avec les auditeurs, je me dis que j'aimerais bien finalement essayer un autre stage dans l'audit, et pourquoi pas essayer un cabinet d'audit. De ce fait, j'envoie des mails, des CV, 80, 100 par mail, 0 réponse positive. Je décide d'envoyer par courrier, par voie postale, et sur les 16 courriers que j'envoie, j'ai 4 réponses positives, dont 3 qui se sont soldés par 3 entretiens, un à Lille, un à Strasbourg et un à Rennes. Pour des raisons de stage et de date, c'est seulement avec les dates de KPMG Rennes que ça collait, puisqu'on avait un emploi du temps très particulier, et il y avait un partenariat en fait entre l'école et le cabinet. Été 2017, donc tout va bien, j'ai fini mon stage en audit, je sais que je vais entrer dans une nouvelle ère un peu, que je vais essayer ces fameux cabinets d'audit dont j'en entends tant parler et dont je me suis fait une idée vraiment prestigieuse. J'ai très envie de commencer mon stage, je passe les vacances et arrivé à la rentrée, je commence donc en octobre 2017 mon stage chez KPMG. Durant toute cette période, j'ai une pratique plus ou moins intense du sport, elle est quand même très décousue, vraiment pas organisée, en tout cas pas du tout au niveau de ce qu'elle est aujourd'hui. Mais quoi qu'il arrive, je pratique, je vais en salle de musculation, j'essaye d'avoir les meilleurs résultats possibles, mais c'est des résultats quand même qui restent très timides. Alors au fond, ce qui va commencer à être bouleversé, c'est le pourquoi. Pourquoi j'ai décidé de faire tous ces choix? Quand j'y regarde de plus près, à cette époque-là, je me disais, la finance, c'est top pour l'aspect financier, l'argent, je suis sûr de bien gagner ma vie. C'est top pour le statut, j'entre dans un cabinet qui est prestigieux. C'est aussi super pour la famille, je sens qu'ils sont fiers de moi, mes parents sont contents pour moi, et c'est un symbole de réussite. Pour les amis, c'est pareil, c'est super, je célèbre ça avec eux, et je suis très content de pouvoir intégrer ce type de cabinet. Pour les relations affectives, c'est top aussi, je suis sûr que je vais pouvoir garantir quelque chose à ma partenaire. Elle aussi était en cabinet d'audit, donc je me dis super, ça va bien se passer, on a les mêmes rythmes de vie, donc c'est top. C'est aussi super pour l'aspect retraite et assurance vie, du fait que on est sûr de dégager de l'argent, donc on n'a pas à se poser de questions sur l'aspect financier. Enfin, sur la qualité de vie, pour toutes les raisons précédentes, on est sûr d'avoir techniquement une belle vie. Comment ça se traduit maintenant dans la réalité, ça se traduit par des indemnités de stage à 1450 € par mois net, plus tous les avantages, donc défraiement de l'essence, 51 centimes du kilomètre, rien à payer sur la restauration. Franchement, rien à dire sur l'aspect financier, c'est sûr que si vous avez peur de ne pas avoir d'argent, allez dans la finance, les salaires sont absolument excellents. En tout cas, vous allez pouvoir en vivre, c'est certain. Donc on est cadre, symbole de réussite, quand on va travailler, on est en costard-cravate. Je me souviendrai toujours des personnes avec lesquelles je pouvais travailler en mission d'audit. Je me souviens les comptables, comment ils me regardaient, comme si je savais tout. Je sentais vraiment leur respect, un grand respect, alors que je ne comprenais pas d'où ça venait et pourquoi j'avais cette estime-là. Je me retrouvais à 22-23 ans à faire des réunions avec des responsables financiers qui avaient des conseillers juridiques et c'était super technique, c'était super intéressant. On apprenait une quantité de choses absolument colossales sur les entreprises, mais à côté de ça, j'avais l'impression de brûler un peu les étapes. Et je ne comprenais pas pourquoi, d'un coup, on m'apportait une telle considération. Donc bien sûr, à la famille, j'avais le même rythme que mes proches, aussi que mes amis. Je pouvais les avoir en vocal le soir, quand on jouait par exemple. J'avais clairement la possibilité de fonder une famille, en tout cas j'avais les ressources financières pour, absolument pas de problème là-dessus. Et sentimental aussi, je me sentais tout à fait apte à continuer à m'engager dans une relation, même avec 1450 € par mois, puisque franchement le loyer est divisé par 2, tout est défrayé, donc aucun problème niveau financier. J'étais sûr aussi pour la retraite que c'était minimum du 2000 par mois, mais franchement ça peut monter à bien plus que ça. Financièrement, c'est pas être riche ni très riche, mais on peut vivre de manière très confortable.
Après, ça dépend de vos activités extérieures. Et niveau rythme de travail, je savais que ça allait être intense au début et plus cool après. Mais les conséquences de ce rythme de vie, c'est quoi? Par quoi ça se traduit? La première chose, c'est que on ne dispose que très peu de temps quand on se lance dans ce genre de choses. Qui dit ne pas avoir de temps, c'est ne pas avoir de temps non plus pour dépenser son argent. Donc finalement, on a de l'argent, mais on ne sait pas trop comment s'en servir. Franchement, les meilleures activités, c'était d'aller dans les restos chics, de s'acheter des belles chemises, et pourquoi pas t'acheter ce que tu veux, mais finalement, ça restait matériel. Le sens de ta vie derrière tout ça, c'est assez complexe, sachant que certes, tu sens que tu as de vraies responsabilités vis-à-vis de la validation des comptes et que tu as un impact pour aider tes supérieurs et les personnes du cabinet à bien faire leur travail, à ce que les chiffres soient les plus vrais possibles, les plus proches de la réalité. Donc il y a une vraie utilité sociale, en tout cas sociétale, qui est absolument certaine. Mais à côté de ça, on sent vraiment pas de lien émotionnel avec les choses qui nous entourent. Donc certes, c'est très utile, mais c'est absolument pas émotionnel. Même si ma famille était fière, je les voyais plus. Moi j'étais à Rennes, mes parents sont en région parisienne, donc j'étais à 3h30 de route d'eux, donc je les voyais absolument pas, ni mes amis. Puisque je suis né en région parisienne, mes amis les plus proches sont en région parisienne, du coup je les voyais plus. Avec le stress du travail et mon envie de finir les choses que j'avais entamées durant la journée, je dormais 5 heures par nuit puisque j'arrivais pas à mettre de limite en rentrant du travail. J'avais aucune vision à long terme, ma seule vision c'était comment j'allais pouvoir faire en sorte de moins travailler puisque c'était beaucoup trop intense. Et donc j'avais une recherche de plaisir à court terme. Manger des bonnes choses au resto, m'acheter tout ce que je voulais sur l'instant, mais il n'y avait pas vraiment de vision sur le long terme. Donc qu'est-ce qui se passait? Dès que je pouvais, j'investissais dans des crypto-monnaies, dans des investissements très risqués, et je me souviens encore comme si c'était hier, j'étais en train de travailler, mais à côté je faisais du trading de crypto-monnaies, où j'achetais de l'Ether et autres monnaies, ce qui ne faisait en fait qu'augmenter mon stress. Du coup, je voyais pas du tout le bout du tunnel, c'était une journée remplie de stress, et c'est tout. Grosso modo, c'était que du stress. À ce rythme-là, ça a donné un crash, ça allait très vite. Le 9 octobre 2017, donc je rentre chez KPMG. Un peu plus de 3 mois plus tard, c'est le crash, c'est l'arrêt total du stage. Alors je vais pas aller dans les détails sur comment s'est déroulé le stage, mais je vais rentrer un peu plus dans le détail sur la fin du stage. La semaine de Noël 2017, donc qui s'arrêtait le dimanche 24 décembre, je suis en mission. Bien sûr, je travaille du lundi au vendredi, et le jeudi soir, après des journées de stage déjà qui étaient super épuisantes et les semaines dernières aussi, j'étais censé faire une journée un peu plus cool le vendredi. Et le jeudi, dans la soirée, un de mes supérieurs vient me voir. Il me dit: Vivien, est-ce que tu serais disponible demain? Exceptionnellement, on a besoin de monde sur la mission, est-ce que tu peux te rendre disponible? Dans cette situation, je ne sentais absolument pas que c'était une requête où j'avais le choix de la part de mes supérieurs. Même s'ils m'ont sûrement posé la question, je me sentais dans une situation où je ne pouvais pas dire non. J'étais en stage, j'avais personne pour me protéger, j'avais pas de maître de stage sur les lieux. Donc, dans le but de faire plaisir et qu'on ait une bonne image de moi dans l'entreprise, bien sûr, je dis oui. Le lendemain matin, lever 6h pour partir en mission, si c'est pas plus tôt. Et le soir, déjà, ça commence à être un peu plus complexe. Je me souviens, je dois retrouver une ligne sur un relevé bancaire. Et je fais des allers-retours du préfabriqué à côté de l'entreprise jusqu'à l'entreprise pour chercher le bon relevé bancaire. Et je fais toutes les banques, Banque Postale, Crédit Agricole, BNP, Banque Palatine, Banque Populaire, bref, toutes les banques que je trouve, j'essaye de trouver cette ligne, cette dépense, ce rapprochement bancaire que je devais effectuer. Impossible de mettre la main dessus. Je fais 5-6 allers-retours. Et déjà, je commence à me poser des questions en me disant: mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Avec le minimum de recul que j'avais à ce moment-là, je sentais qu'il y avait quelque chose d'étrange, mais impossible de savoir ce que c'était précisément. Aujourd'hui, je me souviens même plus si j'ai trouvé cette ligne ou pas. Mais avec le recul, je me dis juste que j'étais déjà dans un état qui était plus que critique et j'en avais tout simplement pas conscience. Fin de mission, ça s'est terminé, je sais plus à quelle heure, mais j'arrive à 20h, quelque chose comme ça à Rennes. Je fais les courses pour Noël, je fais les cadeaux, et le soir, il y avait une réunion festive où on se faisait Noël en avance. Donc là, rebelote, je suis avec les collègues du travail, on s'offre les cadeaux, tout le monde est content, et je rentre.
Le lendemain, je devais fêter Noël avec la famille, donc je dois partir en voiture. Mais déjà, rien que le 22, donc au soir, je suis très irritable. Et la moindre chose, je sens que ça va me faire partir un peu en vrille. Et là, j'ai eu une remarque de ma copine qui ne m'a pas plu, et je me souviens encore que j'ai explosé une bouteille par terre. Et que j'étais dans un état vraiment de très très forte irritation, avec peu de maîtrise sur mes émotions et sur la manière dont je ressentais les choses. Voilà, donc déjà quelques signaux, rien de grave en soi, ça arrive à tout le monde de s'énerver, mais c'était quand même déjà limite. Je pars donc fêter Noël en famille, et là je suis un fantôme. Je me souviens, j'étais dans le salon, je me souviens très bien de cette image, je suis assis sur le canapé, les gens défilent, j'essaye de sourire ou de faire partie de l'ambiance, mais il n'y a rien qui se passe. Je suis un fantôme, j'ai une apathie vraiment réelle, et j'ai du mal à en prendre conscience. Même moi, je me reconnais pas, et je ne comprends tout simplement pas ce qui se passe. Je vois qu'il y a mes parents autour de moi, mais je n'ai aucun lien émotionnel qui se crée, je n'ai rien de concret, je ne sens rien, et je fais comme si ça allait, puisque j'avais des cadeaux, tout le monde était content, et je rentre à Rennes. Le lundi soir, le lundi 26 au soir, je sens que quelque chose est bizarre. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais j'ai beaucoup de mal à mettre les mots dessus. Je sais que je finis par aller au cinéma avec ma copine et je regarde un film. Ne me provoque absolument rien, je ne comprends pas pourquoi les gens rigolent ou ont des émotions vis-à-vis de ce film. Et je me dis que le film était juste nul, je n'ai juste pas adhéré à ce que je voyais, et donc que c'était finalement normal. Mais ayant un doute, on part donc aussi avec ma copine, après la séance de cinéma, pour se rendre dans un bar e-sport. J'aimais bien aussi jouer à des jeux vidéo qui passaient dans ce bar, et là, toujours rien. Je me souviens, je bois une bière. Bon, j'ai jamais été un grand fan de l'alcool, mais je me dis peut-être que ça va me remonter, je sais pas. Et franchement, toujours rien. C'est limite encore pire. C'est encore pire puisque à chaque fois que j'essaie quelque chose pour me relancer, la machine repart pas, et c'est de pire en pire. Puisque je suis lentement en train de toucher là le fond. Je passe une nuit extrêmement courte, je n'arrive pas à dormir, j'ai besoin d'air, je me mets dans le salon, je dors sur le canapé, en tout cas je m'allonge, j'ai les yeux écarquillés, je regarde le plafond et je sais pas ce qui se passe. Je finis par aller au travail, normal. Je me dis que c'est juste une période dure, que ça va passer. Je fais mes 2 premières heures au bureau, et à 10h, il y a la pause café. À la pause café, tout le monde y va pour discuter de choses et d'autres. Et exceptionnellement, cette fois, j'ai dit non, simplement puisque j'avais besoin de regarder le soleil. Je me souviens très bien, j'étais tout seul, cette salle de bureau, et je regarde le soleil à travers la baie vitrée. Et vraiment, je me dis que c'est magnifique, et que je comprends pas pourquoi je suis pas dehors à cette heure-là. En tout cas, je suis super attiré par l'horizon, par ce rayon de soleil. Mais bref, la pause se termine, je retourne sur le PC. Et là, je recommence à taper 2-3 trucs, mon rapport de mission. Mais très vite, impossible d'écrire un mot de plus. Comme si c'était terminé, je pouvais plus toucher au clavier. Et là, j'arrête, je me lève, je mets ma veste, je vais voir ma N+2 et je lui dis « Je dois rentrer, ça ne va pas bien ». Je ne sais plus ce qu'elle me dit. Elle me dit, il me semble qu'elle me dit « Ok, très bien ». Enfin voilà, fais ce qui te semble bon d'être fait, simplement. Et donc je rentre. Et là, j'ai peur d'absolument tout. Je commence à être super angoissé et je me dis je vais aller marcher, je vais aller dehors, je vais aller prendre l'air, ça va se calmer, ça va aller mieux. Et dehors c'est encore pire, il y a absolument tout qui me fait peur, les ombres, le vent, les gens, il n'y a pas une chose qui me semble reconnaissable. Tout me fait peur, tout devient hostile. J'arrive dans un monde qui est absolument méconnaissable, il n'y a pas une source rassurante, il n'y a pas une chose avec laquelle j'arrive à être familier, il y a absolument tout qui me fait peur. Ça devient un cauchemar à chaque seconde. Je rentre, je me dis, je prends conscience que ça fait 48 heures que j'ai pas mangé, je mange la moitié d'une banane, je la vomis, j'essaye de boire de l'eau, je la vomis pareil. Et là je me dis ok, là ça va plus du tout, faut que tu rentres chez toi, faut que tu rentres. Je prends la voiture, je rentre chez mes parents et chaque kilomètre est une victoire. Je colle la bande de gauche à 130 et je regarde chaque kilomètre qui passe. Je n'ai qu'une envie, c'est de mettre un coup de volant, puisque
j'ai plus aucune notion de la réalité. Et je me dis, et j'hésite entre le fait que ce soit, enfin, j'ai plus de repères en fait. Il y a plus rien qui me raccroche à la réalité. Donc je mets mon esprit en focus sur une seule et unique chose, c'est ces kilomètres sur la gauche. Je finis par arriver chez moi, je vois mes parents, je ne les reconnais à peine. J'avais vraiment l'impression, j'avais en face de moi 2 étrangers et je pleure, comme jamais j'ai pleuré dans ma vie. Je pleure, énorme crash émotionnel, plus rien, terminé et plus aucun repère. Tout était étranger. Il n'y avait absolument plus rien de familier, ni même mes parents. J'étais dans ma chambre, dans mon lit, et même être dans mon lit me faisait peur. Il faisait nuit, il devait être 18h, et c'était l'enfer. Je suis quand même un peu rassuré d'être revenu, et le lendemain, je me souviens, on va avec mes amis dans une crêperie à Étampes, et je vois la dame de la crêperie qui me regarde en mode ça va bien monsieur? Et je la regarde et elle me regarde avec un sourire et je suis entouré de mes amis et pendant 10 secondes ça va bien. Et j'arrive à manger ces crêpes. Et donc je suis super content. Et donc je me dis yes, j'ai pas envie de vomir après avoir mangé, c'est bon, ça va. Mais bon, comme toutes ces émotions, doit y avoir peut-être 1 ou 2 minutes dans la journée où ça va, mais tout le reste c'est vraiment l'enfer sur Terre. Donc le 27 décembre, je rentre chez mes parents. Et c'est vraiment pour moi le jour de ma mort, symbolique, et aussi de ma renaissance. Pendant les 2 premières semaines, je me dis que ça va être court, que ça va durer quelques semaines et que ça va s'arrêter. Je n'étais absolument pas conscient du temps que ça allait prendre, et je pense aussi que ça m'a sauvé. Puisque si jamais on m'avait dit ça va durer 1 an et demi, ce que tu vas vivre là, je pense que psychologiquement, les 2 premières semaines, c'est le cauchemar permanent. J'arrive toujours à avoir une phase, au moins dans la semaine, où je me dis que ma vie va être mieux. Je me souviens très bien quand je rentre le 27. Le 27 au soir, j'ai une phase où je regarde les étoiles et je pleure de joie de me dire que ma vie va vraiment être différente. Mais donc j'ai un gros pic d'euphorie et après énorme crash et c'est reparti. Mais globalement, durant toute cette période, durant toute cette première phase, je suis seul au monde, je me sens vraiment coupé de tout. Les seuls moments où j'arrive à me raccrocher à des choses, c'est quand je suis avec mes amis le soir et qu'on est ensemble et qu'on se voit. Sinon, le reste de la journée, je suis seul. Je fais tout pour m'activer, mais globalement, c'est vraiment la chute, le vide. Il n'y a rien autour de moi. Je suis absolument perdu. Je suis passé un peu du symbole de la réussite, même pour moi, à plus rien du tout. Je me souviens que c'est comme si j'étais redevenu tout petit, que le temps passait extrêmement lentement. Je me souviens de regarder l'heure, il était 16h05. J'étais assis dans le canapé chez mes parents et j'attendais qu'une chose, c'est qu'il soit 16h25 pour 16h25, 16h30 pour que j'aille prendre le goûter. Mais les minutes étaient redevenues extrêmement lentes. Le temps s'était ralenti comme jamais je n'en avais fait l'expérience depuis des dizaines d'années. Pour moi, ça n'existait plus. J'ai redécouvert le temps en fait. Et on peut se dire, c'est cool, on voit le temps passer, mais c'est un véritable enfer. Le temps passe très lentement, tout simplement puisqu'on n'a plus de repères. On ne sait pas quoi faire dans la seconde suivante. On n'est plus du tout en capacité de faire des projections mentales. On a du mal à parler puisque les mots et le son tout simplement ne font plus sens. Je me souviens que c'était un vrai challenge pour moi de parler du fait que je ne comprenais pas comment en émettant un son avec ma bouche, ça allait provoquer quelque chose chez quelqu'un. Puisque toute mon imagerie mentale était totalement déstructurée. Enfin bref, c'est des sensations que je ne pensais jamais pouvoir atteindre. C'est absolument inimaginable si on n'en a pas fait l'expérience. C'est assez compliqué à décrire, mais c'est comme si on enlevait toutes les structures qui nous entouraient. Mais faire cette expérience de manière consciente, peut-être que c'est possible, mais franchement, si vous avez un bon fonctionnement, si vous avez un fonctionnement, disons, normal et que vous allez bien globalement, ça n'existe pas. Vous ne ferez pas l'expérience de ça et je ne vous souhaite pas personnellement de faire l'expérience de ça, sauf si vous êtes encadré et que c'est dans un but, je sais pas, pédagogique, thérapeutique, voilà. Enfin voilà, tout crame, on est tout seul et c'est vraiment
pas la joie du tout. Je vais chez le médecin, il me dit burn-out professionnel. Ok, parfait, le diagnostic est tombé. Maintenant, bon, ils font des distinctions burn-out, dépression. Quand on regarde les médecins, on parle, il y a une différenciation entre les deux. Mais quoi qu'il arrive, dans le fond du fond, le sentiment il est le même. Vous êtes au plus bas de votre vie, les mêmes processus vont s'engager. Qu'est-ce qui va se passer ? Plus rien ne va faire sens. Vous n'allez plus être en capacité de vous projeter de manière optimiste. Vous n'avez plus d'espoir sur l'avenir. Vous n'avez plus d'énergie pour vous battre. Bref, tout s'écroule et vous devez tout revoir de zéro. Du coup, c'est une souffrance qui est absolument permanente. Et du fait que ce soit une souffrance permanente, on a tout simplement envie de mourir. Là déjà, ça a été une première leçon pour moi. Ça m'a permis de comprendre qu'en fait, ce qu'on fuyait par-dessus tout, c'était la souffrance. Et que finalement, il ne fallait pas avoir peur de la mort, mais de souffrir. Dans cette situation, la mort, c'est tout simplement une délivrance. Ça permet d'arrêter de souffrir. Et donc, dans cette situation, on se pose de plus en plus de questions sur le comment. Comment, effectivement, on va pouvoir passer à l'acte. Et plus on passe de temps dans ces questions-là, plus on rend notre situation dangereuse et on se rapproche effectivement de l'acte. Quoi qu'il arrive, durant les premières semaines, je sentais que j'avais l'énergie en moi pour pouvoir tenir quelques semaines. Donc je me disais, prends ton mal en patience, ne pense pas à comment tu vas le faire, pense surtout à toi et essaye de comprendre simplement qu'est-ce qui se passe en toi. Et donc j'ai acheté des livres sur la dépression, je me suis intéressé à la dépression, aux états de perte, de dépersonnalisation, de perte de réalité, de perte de repères, ce qui m'a fait comprendre énormément de choses que j'aurais pas pu comprendre autrement. Et donc je fais tout pour tenir. On est début janvier, ça fait maintenant quelques jours que le 27 décembre est passé, et très franchement, rien ne s'arrange. Ou c'est tellement petit, c'est tellement pas visible, que ça devient très compliqué mentalement, et j'essaye de me raisonner et de trouver une raison de surpasser et de dépasser un peu cette problématique. C'est-à-dire, comment je vais faire pour arrêter de souffrir ? Puisque si on décide de ne pas mourir, il va bien falloir faire quelque chose. Mais je ne peux pas vivre toute ma vie en me disant arrête de souffrir. Ça ne va pas du tout régler le problème. Alors comment j'ai dépassé ça simplement ? Ça a été ma méthode, mais voilà, je dis ça, peut-être que chacun les siennes, mais moi ça m'a servi. Je suis parti du principe que j'ai envie d'arrêter de souffrir. Est-ce que j'en finis avec ma vie ? J'ai poussé un peu cette pensée, je me suis dit, est-ce que j'ai la garantie que ça ne se reproduira pas ? Est-ce que, au fond, il y a quelque chose qui me garantit que je ne souffrirai plus de cette manière ? La réponse, bien évidemment, c'est non. Rien ne nous garantit de ne pas revivre ce qu'on a vécu. Et là, j'étais tout simplement en train de me dire, mais attends, mais en fait, c'est un véritable enfer, ça se trouve, je vais être condamné à revivre indéfiniment cette situation si j'arrive pas à les dépasser. Et ça, intérieurement, ça m'a convaincu que je devais changer. Qu'il y avait forcément quelque chose dans cette expérience dont j'allais devoir me servir pour la dépasser. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire changer. Et à terme, je me disais, si j'arrive à survivre à cette situation, je vais savoir comment changer. Et ça se trouve, je vais même aimer changer. Mais changer, c'est pas changer un peu. Là, c'est changer fondamentalement son identité la plus profonde. C'est revoir très profondément qui on est, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on doit faire sur Terre, presque. Bref, il y a cette pensée-là qui me sort de l'eau, et je m'accroche vraiment très fortement à cette logique quand ça va pas. Et les 6 premiers mois, vraiment, je m'occupe d'une seule chose, c'est de survivre. Donc la première phase, c'est vraiment la survie. Janvier 2018, donc c'est extrêmement compliqué, mais j'emménage avec des amis à Massy. Ils m'ont d'ailleurs accueilli, ils étaient 5 dans la colocation et j'étais le 6e. J'ai donc pu vivre avec mes proches durant toute cette période et ça m'a bien sûr énormément aidé. Donc mi-janvier, je suis quand même dans le déni, j'ai envie de continuer dans la finance, j'ai pas envie de tout mettre à la poubelle. Et je me dis que finalement c'était le rythme à KPMG le problème, c'était pas la finance en elle-même ou moi-même. Février 2018, j'accepte que je ne referai pas d'audit de suite, que je ne reprendrai pas le stage, je démissionne, je ne pose pas d'arrêt maladie, je ne veux juste plus entendre parler de cette entreprise, de ce stage. Je commence aussi à me dire que je suis responsable de ma situation. Et que si je suis responsable de
ma situation, ça veut dire que je peux aussi m'en sortir. Se responsabiliser, ça veut aussi dire se rendre responsable, certes, de la situation dans laquelle on est, mais aussi de la possibilité de s'en sortir. Donc il faut vraiment le prendre de la bonne manière. Se rendre responsable de sa situation, ça veut dire se rendre aussi responsable de sa salvation. Mais même si là je parle de choses positives et de pensées qui m'aident globalement à sortir de schémas négatifs, quoi qu'il arrive, 95% de ma journée, c'est des pensées extrêmement sombres, c'est des pulsions extrêmement noires. Et en mars 2018, je suis vraiment à rien du tout de passer à l'acte, puisque je suis épuisé. C'est vraiment un enfer absolument permanent, ma vie, j'ai peur de tout le temps. Et je finis, je me souviens, par ouvrir une fenêtre au 5e étage de l'appartement. J'étais dans une chambre de l'appartement, j'ouvre la fenêtre, je prends une chaise, je me mets sur le rebord, je regarde le vide, et là je me dis que peut-être je ne reverrai jamais les gens qui sont dans la pièce d'à côté. C'est-à-dire il y avait tous mes amis dans le salon, il y avait aussi mon frère, et quelque part je me dis que ça se trouve que je les verrai pas demain en fait. Si je le fais, je suis sûr de plus jamais les revoir. Et donc à ce moment-là, je me dis faut que tu fasses un choix. Soit tu te bats, soit tu le fais maintenant. Mais tu choisis, c'est maintenant que tu choisis. Et franchement, en pensant à eux, je me suis dit, non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Donc je ferme la fenêtre et je rentre dans le salon, comme si de rien n'était. Ils étaient là, mais bon, ils avaient absolument pas conscience de ce qui venait de se passer, normal. Dans ces trucs-là, on est tout seul, quoi qu'il arrive. Et à partir de ce moment-là, je me dis que j'ai plus le choix quelque part. Je ne m'autorise plus à avoir le choix, en tout cas. Et je me dis, quoi qu'il arrive, tu vas te battre. Avril 2018, ça se stabilise un peu plus. C'est très 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 fragile. Mais je commence à vouloir être tenté par faire de la finance. Donc fin avril, je commence à envoyer des CV. Mais je passe des entretiens. Et en juin, je commence un stage chez Philips en tant que contrôleur de gestion et analyste financier. Durant toute cette période de survie, je fais en sorte de garder une activité quoi qu'il arrive. Au plus bas de la vague, j'allais marcher quoi qu'il arrive. Durant tout le début d'année, je fais aussi du renforcement, je vais faire de l'escalade et je fais aussi de la natation avec un ami. Bref, je reste près de mes amis, je fais du sport, je mange bien, je mange principalement des légumes. Je me souviens, je voulais plus manger de viande, uniquement des légumes. Je me souviens aussi que j'étais incroyablement touché par les animaux morts au bord de la route. Je ne pouvais pas passer en voiture sans enterrer les animaux que je voyais morts écrasés sur la route. Donc en juin, malgré ma peur absolument viscérale de prendre le train, puisque oui, j'avais peur aussi des chemins de fer, j'avais peur des trains, j'ai développé des peurs que je n'avais absolument jamais avant, mais j'avais peur des trains tout simplement parce que j'avais peur de me jeter en fait. J'avais peur de m'approcher et de vouloir me jeter quand il y a un TGV qui passait. Parce que j'étais à Massy, donc il y a une gare TGV, et il y a des RER qui passent tout le temps, et ça m'attirait, il y avait quelque chose qui m'attirait là-dedans, c'était assez malsain. Et la première fois que je reprends le train pour passer un entretien, je fais demi-tour au bout de 2 stations, puisque j'ai qu'une envie, c'est de faire quelque chose de pas bien, donc je fais demi-tour et je rentre chez moi. Et je dis clairement à la personne, désolé, j'ai pas pu venir, j'ai pas pu venir. Alors il y a beaucoup de choses que j'ai compris à cette étape-là, notamment le fait que les gens, de manière générale, s'en tapent de toi, et donc c'est aussi super libérateur. C'est-à-dire que là, j'ai même pas cherché à me justifier, j'ai pas pu venir, point terminé. Je vais aussi parler de tous les points bénéfiques que ça m'a apporté, mais bon, voilà. Pour l'instant, on est dans le dur, on traverse le dur. Voilà pour l'aspect perso. Donc, juin 2018, je commence le stage. Donc, le bilan de ces mois de survie, c'est quoi ? La première chose, c'est que je vivais sur mes économies. J'ai décidé de démissionner, je ne voulais pas être en arrêt maladie, je ne voulais plus jamais remettre les pieds dans ce stage, je ne voulais plus avoir de contact avec ces personnes. Du coup, j'ai coupé les ponts.
Ça a été une remise aussi à zéro du sens de ma vie, de la vie de manière globale. À partir aussi de cet instant, ce qui a été très bénéfique, ça a été la validation personnelle de mes choix. C'est-à-dire que c'était plus mes parents ou mes proches qui validaient ce que je faisais ou non, c'était moi qui donnais de la valeur à ce que je faisais. J'avais aussi un rythme similaire à mes proches, j'étais entouré de mes amis, donc il y a des choses qui commençaient à revenir. J'ai aussi eu une vision à moyen long terme, même si elle était très fragile, elle était beaucoup plus saine. C'est-à-dire que c'est moi qui décidais maintenant de ce que j'allais vouloir vraiment. Personne d'autre que moi n'allait décider. Pas de travail, donc je ne gagnais rien, donc zéro économie aussi sur l'instant T. Si vous avez un peu d'argent de côté, utilisez-le, c'est pas grave, traversez, faites en sorte de vivre avec le minimum, reposez-vous et n'ayez quasi aucune contrainte. Franchement, reposez-vous, terminez. Dès que vous pouvez quand même aller marcher, faites de l'activité, bougez-vous. La règle d'or maintenant, c'est quoi? C'est aucune drogue. Faites en sorte de ne jamais boire, jamais fumer, même le tabac, pas de cannabis, pas de drogue de manière générale. Regardez-vous, regardez vos addictions, regardez comment vous vous comportez, regardez-vous tout simplement de l'intérieur de manière la plus probe possible, la plus honnête possible. Donc ça, c'est la règle d'or, ne fuyez pas vos problèmes. Même s'ils sont durs, faites les choses de manière la plus consciente possible, faites-vous confiance. Ça a été mon choix perso, mais le médecin m'avait prescrit des antidépresseurs que j'ai refusé de prendre. Il m'avait aussi dit d'aller voir un psychiatre, ce que j'ai refusé. Je me disais que c'était moi qui étais responsable, que j'allais m'en sortir et que j'allais me battre pour m'en sortir. Et surtout, au plus creux de la vague, que si jamais j'allais avoir des bons moments, des moments de bonheur ou des moments où je me sentais dans une meilleure situation, j'étais absolument certain que ça proviendrait de moi-même et de rien d'autre. Donc je voulais être responsable à 100% des événements positifs qui pouvaient potentiellement arriver. Certes, ils ont été très très minimes sur une journée durant des mois, et c'est la raison pour laquelle en mars, j'ai vraiment pensé pendant plusieurs jours à le faire, mais en fait tu penses tout le temps à le faire, mais ça a juste pris une proportion un peu plus grande, des pensées un peu plus intenses. Mais si vous tenez, si vous vous battez vraiment et que vous faites le choix, ça va passer. Mais il y a un moment, il va falloir faire le choix. Mais c'est aussi salvateur, puisqu'on se rend compte du libre arbitre, on se rend compte de la puissance aussi qu'on a, et quand j'ai fait ce choix-là, j'ai bien compris que c'était moi qui décidais de vivre à ce moment-là. Que quelque part, je devenais adulte aussi à ce niveau-là. Et que la vie, c'est pas quelque chose qui est dû, qui nous est dû. On a énormément de chances de vivre chacune de nos journées. Et ça, c'est un super point positif d'une dépression ou d'un burn-out dont on sort. C'est que notre niveau de gratitude est bien plus élevé et notre niveau de satisfaction globale arrive bien plus vite. Durant toute cette période-là, donc, personnellement, je me suis beaucoup intéressé à la dépression et aux mécanismes psychologiques derrière la dépression. Donc beaucoup de reportages, de documentaires, mais finalement, si ça m'a aidé à comprendre qu'est-ce que c'était, ça ne m'aidait pas pour autant à comprendre les solutions très concrètes à ça. Et franchement, la plupart des solutions que je lisais dans les livres étaient bien pauvres. Alors je me suis intéressé à autre chose, je me suis tout simplement intéressé au bonheur. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire bien vivre? Et bien vivre, c'est quoi? Et comment y tendre? La réponse, elle est simple. Si jamais vous êtes curieux d'en savoir plus sur la dépression, bien sûr, informez-vous. Mais si vous voulez vous en sortir au plus vite, informez-vous tout simplement sur comment s'en sortir. Et comment s'en sortir, c'est quoi? Eh bien, c'est de retrouver de la joie, du bonheur. Et je pensais que c'était propre à chacun, que chacun avait sa version. Mais en fait, de manière globale, il y a quand même des règles qui régissent le bonheur. Quelles sont-elles? La première chose, c'est l'honnêteté. L'honnêteté, si vous voulez vous en sortir, elle doit être totale. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas vous droguer ni prendre de substances de manière excessive qui vont vous déresponsabiliser, mais aussi qui vont cacher et mettre sous le tapis ce que vous ne voulez pas voir. Confrontez-vous à vos démons, faites face, battez-vous. Toutes les questions que j'avais à l'intérieur de moi, je les ai sorties. Pourquoi j'ai eu cette éducation? Pourquoi j'ai fait ces choix-là? Et j'avais des stratégies possibles. Je pouvais être très amer envers mes parents, envers l'éducation que j'ai reçue,
Mais je pouvais aussi faire l'effort de les comprendre, c'est-à-dire comment ça se fait que j'ai eu ce type d'éducation. Et à partir du moment où j'ai posé les bonnes questions, c'est-à-dire quelle a été par exemple la jeunesse ou l'éducation de mes parents pour comprendre d'où je venais, ça m'a énormément aidé à faire le deuil de qui j'étais, pourquoi j'en suis arrivé là et comment je vais pouvoir dépasser cette situation. Mais pour arriver à ces questions-là, il a fallu que je sois totalement honnête vis-à-vis de ce que j'étais. S'il y a des choses que je n'assumais pas, maintenant je les assume. S'il y a des choses envers les autres que je ne disais pas, je les disais. Et surtout, s'il y a des choses qui ne me plaisaient pas, je disais non, terminé. Je pose mes limites, je restructure mon identité, et que ce soit très clair pour vous, mettre des limites et dire non, c'est mettre les fondations du respect de soi. Se respecter, c'est mettre des limites, c'est comprendre que nous sommes des individus limités, que nous devons faire des choix, que nous ne pouvons pas tout faire, et donc c'est savoir dire non. Mais encore une fois, pas un non dans un sens de punition, quoi que ce soit, c'est un non du respect de soi. Donc l'honnêteté, c'est vraiment la valeur fondamentale pour aller mieux. C'est le pilier, c'est le principe, c'est la valeur maître pour aller mieux. Alors vous allez pouvoir voir aussi aller sortir, aller dehors, discuter avec de nouvelles personnes. Commencez par être honnête. Ça va vous sauver. Deuxième pilier, l'activité physique. Toujours bouger, marcher. La marche, c'est excellent. Ça va être dur. Vous allez avoir des pensées très sombres et ça va continuer d'être un enfer même en marchant. Dans un état de dépression grave, chaque activité reste un enfer. Mais, au moins le corps bouge, ça aide à dormir, ça facilite un peu quand même l'évolution. Et on sait aujourd'hui quand même que l'activité physique, c'est fondamental pour la santé mentale, pour la santé physique évidemment. Donc quoi qu'il arrive, il faut en faire. On se pose pas trop de questions, même si on n'a pas envie, on n'a pas l'énergie, on met ses chaussures, on sort. Et enfin, bien sûr, la sociabilité, être entouré de personnes avec qui vous avez des relations saines, franches, honnêtes. Et le bonheur, c'est quoi ? C'est des relations franches, honnêtes, de manière régulière. Il y a une étude sur le bonheur qui a été faite à Harvard qui m'a vraiment marqué à ce niveau-là, qui m'a fait comprendre que je n'avais pas une vie si belle que ça, et que je n'avais finalement pas grand-chose à envier aux personnes qui vivaient par exemple dans des bidonvilles ou autres, tout simplement puisque avant j'étais entouré de choses qui n'étaient tout simplement pas honnêtes, malsaines envers ce que j'étais profondément. Donc la clé, c'est honnêteté fois fréquence. C'est-à-dire être honnête et avoir des relations 100% sincères de manière régulière. Vous allez pouvoir revivre de super moments dans votre vie si vous respectez ces conditions-là. Ah oui, et une chose, durant cette période, j'étais suivi aussi par des psys, mais principalement, je sentais bien qu'ils n'avaient pas idée de ce qui se passait en moi. C'était des personnes qui ne comprenaient pas l'intensité de ce que je vivais. Je le sentais très bien. Il y a une personne, c'est le tout premier psy que je suis allé voir, où là j'ai senti qu'il avait vraiment vécu des choses dures et qu'il me comprenait, mais je trouvais qu'il ne s'était pas totalement remis. Il avait un discours assez pessimiste, où c'était presque quelqu'un qui avait vécu tout au long de sa vie avec sa dépression sans pour autant la dépasser. En tout cas, je trouvais que c'était quelqu'un qui certes avait du vécu, mais qui n'avait pas vraiment dépassé sa situation. J'ai donc changé de psy. La prochaine ne m'a pas compris, j'en ai fait 2 autres, et c'est la 4e psy qui m'a dit lisez ce livre, c'était un livre un peu sur l'hypersensibilité. Bref, ça m'a juste fait comprendre que j'avais mon fonctionnement à moi et que quelque part, je devais changer de manière de faire. Et à partir de ce livre-là, donc, je me suis dit, je vais peut-être trouver ma voie. Et ça, c'est vraiment la 2e phase, trouver sa voie. Trouver sa voie, ça veut dire choisir son destin, sa destination. Et pour ça, rien de plus simple en théorie, ça veut dire choisir là où on va aller. De manière plus ou moins consciente. L'objectif ici, c'est de conscientiser le choix de son destin et donc de visualiser la vie qu'on souhaite et réaliser étape par étape le nécessaire pour effectivement y arriver. Mais c'était un concept assez étrange à ce moment-là. Enfin, c'était un concept dont j'avais entendu parler, mais que je comprenais sur la théorie, mais bon, la pratique, c'était pas du tout la même chose. Donc, dans les faits, voilà ce qui s'est passé. En juillet 2018, c'est la rechute. Je fais 1 mois
et quelques de stage et rebelote, rechute, j'arrive plus à taper, même scénario, les signes qui arrivent, mais là je les sens beaucoup plus arriver, donc avant que ce soit trop tard, j'en parle cette fois à ma mère et je lui dis que je vais arrêter et que je veux devenir coach sportif. Elle me dit ok, si tu dois arrêter, arrête, et j'arrête, je démissionne, je quitte le stage. Donc il y a une rechute ici qui est moins violente, mais qui est réelle quand même. Du coup, je stoppe tout, je pars en vacances 2 mois et je réfléchis tout simplement à ce que je veux faire. Du fait que je ne voulais absolument pas dépendre financièrement de mes parents, j'ai décidé de trouver du travail et j'ai commencé un emploi en tant qu'employé polyvalent à Arcos, donc la salle d'escalade dans laquelle j'allais quand je voulais faire du sport et récupérer. C'est donc la première fois de ma vie que je m'engage dans un 35 heures en tant qu'employé polyvalent, c'est-à-dire vraiment en CDI, ce n'est pas un stage là, c'est vraiment un travail où je gagne grosso modo le SMIC. C'est un travail quand même qui est difficile du fait que c'est des heures où je finis tard. J'ai des journées qui sont par exemple, j'avais du 14 minuit ou du 16 minuit. J'avais donc un rythme décalé, mais bon, je pouvais dormir la nuit. J'avais un rythme quand même assez tranquille. Le travail consistait à servir de la bière, servir à manger, laver le bar, donner à boire, laver les chaussures d'escalade, bref. Un métier assez simple en soi, qui demande peu de qualifications, mais je me suis vite en fait ennuyé. J'ai eu des problèmes aussi avec ma hiérarchie, dont un de mes supérieurs qui avait eu un geste totalement déplacé. De ce fait, j'en ai tout de suite parlé à la structure. Il a donc été démis de ses fonctions et j'ai par la suite décidé de quitter l'entreprise. Mais c'était une super expérience et durant cette expérience, j'ai quand même pris conscience que je ne souhaitais vraiment pas finir ma vie comme ça, à mettre des couverts et à servir à manger avec tout le mal que je me donne. Du coup, je me dis, je vais vraiment faire ce que j'ai envie de faire. J'appelle une structure dans le volleyball, donc. J'appelle le club d'Antony Volley et je leur demande simplement s'ils ont besoin d'un entraîneur. Ils me disent que oui, ils ont besoin d'un entraîneur adjoint sur une équipe jeune. J'arrive dans la structure et je prends donc la place d'entraîneur adjoint sur une équipe jeune en étant payé. Et ça, j'insiste, j'ai toujours demandé à être payé quoi qu'il arrive. De fil en aiguille, j'arrive à trouver un service civique. Donc c'est une aide qu'on offre à une association en échange d'argent, justement. C'est l'État qui subventionne donc les services civiques. Et donc je gagne 550 € par mois, plus le club d'Antony Volley qui me rémunère à hauteur de 20-25 € par entraînement. Donc je gagne grosso modo 700 à 800 € par mois. Mais c'est suffisant pour payer le loyer, c'est suffisant pour payer mes courses, donc je m'en satisfais. J'arrive à dormir la nuit, j'arrive à manger et j'arrive à faire des choses qui me plaisent. Durant toute cette période, ce qui a été fondamental pour moi, ça a été de choisir vraiment ce que je souhaitais faire. Et donc mettre de côté absolument l'avis des gens, ce qu'ils pensaient de ce que je faisais, puisque quelque part j'avais pris conscience qu'ils s'en foutaient globalement. S'il y avait des gens qui se vexaient vis-à-vis de ce que je faisais, c'était par rapport à eux-mêmes et pas par moi. Donc admettons que vous ne faites pas ce que vos parents ont décidé pour vous, ce qui les blesse finalement, c'est pas votre attitude, c'est quelque chose envers eux-mêmes. C'est un rapport à la vie qu'ils ont développé pour une raison X ou Y et ça ne doit pas vous affecter vous. C'est leur problème, pas le vôtre. Donc, trouver sa voie, c'est faire les choses pour soi. Dans la même période, quoi qu'il arrive, voilà, je continue à faire de l'escalade, du renforcement, de la marche. C'est à partir du moment où j'ai quitté Arcos, que j'ai un peu été aussi vacciné des salles d'escalade, que je me suis vraiment mis à la musculation. C'était une passion que j'avais depuis petit, que j'avais un peu mis de côté, que j'avais retrouvé un peu au travail à la Croix-Rouge française, mais j'étais jamais vraiment allé très loin là-dedans, et donc je m'intéresse de plus en plus à ce sujet et je m'y mets vraiment. Mais de manière assez désorganisée. Donc durant cette période, qu'est-ce qui a été le plus important pour moi ? Déjà, de trouver du sens et de rendre service à des gens en faisant ce que j'aime, de manière très simple. Je fais ce que j'aime, donc je deviens meilleur, je sais donc rendre un service et donc je gagne de l'argent. Voilà la logique, voilà comment on peut effectivement vivre de sa passion, donc c'est sa passion au service des autres. Donc c'est se poser la question, qu'est-ce qu'on aime par-dessus tout ? Qu'est-ce qu'on décide ? Qu'est-ce qu'on valide ? Quel est le rythme qui me convient ?
quelle est ma vision à très long terme, qu'est-ce que j'aimerais bâtir. Aujourd'hui, je me projette dans 10, 20, 30 ans à faire ce que je fais et je pourrais dédier ma vie tout simplement au métier que j'exerce actuellement. Voilà, je sais pas, s'il y a Dieu qui arrive et qui me dit mec, tu vas être coach sportif jusqu'à la fin de ta vie et tu vas vivre dans les 50 km autour de chez toi, je pense que je signe. J'en suis pas certain, mais disons que j'en serais satisfait. Et ça veut dire donc se soucier du sens. Si tu veux avoir une vision à long terme, ça veut dire que tu as quelque chose de sensé en tête. Personne se lance dans une vision à très long terme, quelqu'un de sain en tout cas, dans quelque chose qui lui plaît pas. Et ça veut aussi dire, bien sûr, choisir ses contraintes. C'est vous qui décidez, c'est vous le patron maintenant. Voilà l'essentiel. Donc par-dessus donc les fondations qu'on a eues durant la première phase, honnêteté, activité physique, sociabilité, on va rajouter 3 notions. La destination, le fait de choisir là où on va, son destin, travailler pour se spécialiser et vraiment faire de sa passion quelque chose de rémunérateur. Je peux vous garantir que peu importe votre passion, vous avez un moyen d'en vivre, mais ça demande du courage et de sortir des sentiers battus. Et combiné à ça, bien sûr, donc gagner de l'argent à terme. Vous n'êtes pas l'abbé Pierre, à peu de choses près. Nous ne sommes pas bénévoles, nous ne sommes pas dans un système qui rémunère sans travail, à moins que vous ayez des capitaux conséquents. Dans ce cas, si vous êtes rentier, effectivement, vous n'avez pas besoin de travailler. Mais travailler, c'est pas nécessairement le travail au sens latin du terme tripalium, c'est-à-dire la torture. Il faut que son travail devienne son œuvre. C'est-à-dire que notre vie prenne du sens avec le travail. Et ça, c'est un super point. C'est quelque chose de très positif. Moi, si aujourd'hui, on me donnait, 50 millions d'euros et on me dit tu fais ce que tu veux, tu vas à Ibiza quand tu veux, ou tu fais la fête, tu fais que de faire la fête, très franchement, je suis très content de la vie que je mène actuellement. Et même si j'ai 50 millions d'euros demain, je ne pense pas arrêter du tout les activités que je fais aujourd'hui. Tout simplement puisque ça rend service et ça donne du sens à ma vie. Ok, donc ça, super important. Trouver sa voie. Maintenant qu'on a survécu, mis les premières pierres pour trouver sa voie, on va pouvoir maintenant guérir de manière pérenne. Et guérir, c'est la 3e phase. C'est aussi une phase qui peut se découper en 6 mois. En tout cas, c'est comme ça que je la découpe dans mon parcours. Janvier 2019. Grâce au service civique que m'a proposé donc le club de volleyball de Mille-la-Forêt, ma situation se stabilise et je commence tranquillement à développer des activités en plus. Déjà, première chose, je reprends l'école et je finis mon diplôme d'école de commerce, qui s'était donc arrêté en stage à KPMG. Je deviens entraîneur principal d'une équipe jeune, puisque l'entraîneur principal de l'équipe dont j'étais adjoint est démis de ses fonctions, donc je prends la place d'entraîneur principal, et je finis mes études à Rennes. Je commence à faire du conseil en sport, c'est-à-dire à donner des cours particuliers sans être coach, sans avoir de diplôme. Donc bien sûr, je n'ai jamais dit que j'étais coach sportif à l'époque, j'ai dit bien sûr que je faisais simplement du conseil, que j'accompagnais les gens à recommencer une activité physique. Mais très clairement, j'étais payé 10 € de l'heure et je me souviendrai toujours la première fois que j'ai fait ça de ma vie et c'est un souvenir qui est ancré dans ma mémoire et qui le restera jusqu'à la fin de ma vie. C'était avec Jenny, on était à Massy et on a fait tout simplement un petit tour de marche rapide / course où elle m'a raconté sa vie, ses problèmes, où grosso modo, on a fait un peu d'activité physique et à la fin elle m'a donné 10 € et elle était super contente et j'étais super content. Et je me souviens très bien de ce billet de 10 dans mes mains et je me suis dit je devrais l'encadrer. Mais bien sûr j'avais besoin d'argent donc je suis allé acheter de quoi manger avec ce billet de 10 €. Mais quelque part j'avais très envie de le garder pour l'encadrer. Puisque quelque part je savais au fond de moi que quand je l'avais dans les mains, c'était le début de quelque chose de grand, même si j'étais encore rien. Et je suis encore rien aujourd'hui. Mais j'ai réalisé beaucoup plus de choses durant les 3-4 années qui sont passées. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai de plus en plus de clients. Et j'arrive à dégager à terme 400-500 € comme ça. Donc je finis en juin 2019 avec un salaire quasiment de 1000-1100 € en fait. Enfin, pas un salaire, j'ai un service civique de 500 €. Et après, je fais entre 200 et 700 € de débrouille en fait. Mais bon, c'est pas structuré, c'est pas déclaré, c'est pas légal. En tout cas, je donne du conseil. Encore une fois, je dis pas que je suis coach, mais c'est limite. Mais en même temps, je veux tester. Je veux surtout pas revenir dans la logique d'avant, c'est-à-dire, je m'imagine une vie alors qu'elle correspond pas à la réalité du travail. Donc d'abord, je teste le travail, je me teste simplement de manière rapide pour voir si effectivement ça peut me plaire de m'occuper des gens
à reprendre l'activité physique. Et une fois que je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que je voulais faire, je me professionnalise. Donc, je passe mes diplômes. Été 2019, le club dans lequel j'étais en service civique me propose un CDI. Et là, je suis aux anges. Je lui dis oui, bien sûr. Et en même temps, je passe mon diplôme de coach sportif. Mais là, c'est aussi un choix très compliqué à faire pour moi, puisque je sais très bien que je suis en sortie encore de burn-out. Certes, ça fait 1 an et demi, mais c'est encore fragile. Et là, j'ai un vrai dilemme en face de moi. C'est que si je dis oui, ça veut dire avoir un 35 heures, plus avoir une formation complète sur l'année. Donc ça veut dire aucun jour de repos. Alors il y a une chose qui m'a fait basculer en faveur du oui, c'était que j'avais beaucoup plus de respect envers moi-même. C'est-à-dire que de janvier à juin, donc je passe mes diplômes, donc je finis mon école de commerce, j'ai mon business qui démarre et j'ai les cours de volley. Et pour lier l'ensemble, je dois aller en cours à Rennes, donc j'y vais en TGV, je fais Massy-Rennes en TGV et je fais les allers-retours dans la journée. Et je commence à me libérer, j'explique clairement au prof que j'ai autre chose à faire que d'être en cours. Alors je le dis pas du tout comme ça, c'est plus j'expliquais au professeur que j'avais des obligations le soir, que je lançais une activité, que j'étais en reconversion et que donc je devais potentiellement partir en plein cours pour prendre mon TGV et rentrer et travailler. Alors il y a des professeurs qui comprenaient ma situation, d'autres pas du tout. Donc ceux qui comprenaient pas, c'est pas grave, j'allais quand même à leur cours puisque j'étais engagé avec l'école, mais je partais quand je devais partir. Alors c'était pas une décision facile et ça allait à l'encontre de mes valeurs d'honnêteté et ça me plaisait pas du tout de faire ça, mais quelque part, si la personne n'est pas réceptive à ma situation, c'est pas grave, je me priorise, je vais en cours, je fais le max. De toute façon, ma démarche, c'est la plus saine possible. Je fais le maximum et je rentre, je travaille. Pourquoi c'est important ? Puisque par la suite, quand j'ai dit oui, mon CDI passait avant mes cours. Dans ma tête, c'était d'abord je travaille et après je vais en cours. Donc j'ai suivi le maximum de cours possible, mais typiquement le lundi on avait cours alors que j'avais des compétitions aussi le week-end. Donc je devais accompagner les enfants, les ados ou des personnes adultes en tant que responsable d'équipe, donc entraîneur principal d'équipe senior. Je devais me rendre et faire des déplacements un peu partout en Ile-de-France et recommencer le lundi direct sans aucune journée de pause. Et parfois je disais tout simplement je viens pas en cours le lundi ou je viens pas du tout en cours le matin. Je sais que ça va pas vous plaire, mais moi il faut que je survive. Et ça a été plus ou moins accepté, mais ils pouvaient pas comprendre non plus toute ma situation. J'ai fait le maximum, j'ai donné tout ce que j'avais et j'ai eu mon diplôme. Mais très concrètement, cette période de guérison, elle a pu avoir lieu grâce vraiment à ce CDI derrière. C'est vraiment ce qui m'a libéré de me sortir d'une pression financière, de pouvoir avoir un emploi stable dans quelque chose qui me plaisait et passer mes diplômes de coach. Dans ce stade, pour guérir et vraiment passer un step, il faut être entreprenant. Il faut s'écouter, bien sûr, et rester vigilant, mais il faut faire les choses par soi-même, être proactif, provoquer les choses que l'on souhaite voir dans sa vie. Ça veut dire être aussi plus malléable, être plus flexible sur son identité et sur ce qu'on pense de soi-même, mais c'est être aussi beaucoup plus sûr de soi. C'est gagner en confiance de manière absolument incomparable à ce que j'avais pu vivre avant. J'étais vraiment beaucoup plus confiant, je me faisais respecter, je me respectais profondément, donc je gagnais aussi le respect des gens qui m'entouraient, qui me voyaient. Alors bien sûr, c'est toujours améliorable. Je me suis toujours aussi retrouvé dans des situations compliquées à terme, où on a des tests quoi qu'il arrive dans la vie, mais globalement, ma confiance en moi a drastiquement évolué durant toute cette période. Et ça, c'est aussi dû au fait que je réalisais chacune des étapes de ma vision. J'ai mon objectif, maintenant je réalise chaque jour une étape qui se dirige vers cet objectif, et c'est ça qui m'a permis aussi de gagner confiance. C'est le mécanisme très simple de la confiance. Réaliser ce que l'on se promet de manière fréquente. Donc ça, lié avec un pourquoi qui est fort, donc un sens qui est fort, c'est-à-dire faire du sport. Et le sens pour moi d'être coach, c'était tout simplement transmettre la passion que j'avais. Et j'aimais tellement faire ça, même si j'étais naze. Franchement, mes 6 premiers mois en tant que coach, j'étais nul. Mais j'étais extrêmement nul. Encore en coaching particulier, c'était bien, mais en coaching d'équipe, en collectif, franchement, j'étais un tortionnaire, j'étais beaucoup trop rigide. Non, j'avais des phases cool quand même, mais j'étais vraiment pas le plus marrant, j'étais pas le plus pédagogue. J'avais des entraînements très stricts, mais je savais que j'allais dans la bonne direction, que j'aimais ce que je faisais et que je donnais le meilleur de moi-même.
Alors même si j'avais conscience de mes limites, que j'étais très très loin d'être bon dans ce que je faisais ou quoi que ce soit, j'aimais quand même voir mes limites et les découvrir. Et j'avais aucun problème avec le fait de pas être au niveau auquel je souhaitais. J'avais même plaisir en fait à me voir évoluer, puisque ça allait dans le sens que je voulais très profondément. En fait, j'arrivais à un stade d'enrichissement personnel qui devenait de plus en plus croissant. C'est-à-dire que chaque jour j'apprenais quelque chose, chaque jour il y avait quelque chose qui évoluait chez moi, et c'est aussi ce qui m'a fait tenir jusqu'à là, puisque je sentais que chaque jour qui passait, quelque chose en moi changeait. Et ça, en fait, c'est super satisfaisant. Mais ça, c'est possible puisque on garde quand même une honnêteté envers soi-même, une intégrité. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans cette étape-là. C'est-à-dire que c'est de l'honnêteté répétée et fondamentale, extrêmement sincère, liée à une mission qui est forte, c'est-à-dire transmettre ce qu'on aime. C'est ça qui va donner une valeur et qui va remettre une fondation vraiment solide à notre identité, à son identité. À partir du moment où je faisais ce que j'aimais de manière régulière, que ça avait du sens pour moi et que j'étais payé pour ça, et ben ma valeur propre a augmenté forcément et vraiment dans le bon sens. Je réalisais vraiment là mon rêve. Mais ça a mis 1 an et demi. Voilà donc comment je suis sorti et comment je me suis vraiment remis du burn-out. Alors ça n'a pas rendu ma vie forcément plus facile, mais ça m'a rendu beaucoup plus humble, beaucoup plus satisfait de choses très simples, et ça m'a rendu beaucoup plus vivant. Et mon but finalement, c'était de pouvoir revivre, d'avoir un état d'esprit entreprenant optimiste. Et ça, donc c'est la dernière étape, c'est l'étape dans laquelle je suis encore aujourd'hui, c'est tout simplement vivre. Et par vivre, qu'est-ce que j'entends? Bien sûr, c'est réaliser ce que l'on souhaite vivre. C'est même la définition du succès, c'est-à-dire c'est réaliser son idéal. Et un idéal qui a du sens, qui est bénéfique pour les autres. Pas un idéal égoïste. Donc septembre 2019, je passe mon année en CDI et en diplôme. L'année suivante, même chose, donc je passe mon BPGEPS, activité physique pour tous, et mon DEGEPS, spécialité volleyball, en perfectionnement sportif. Mais là, pareil, les premières limites se font sentir. J'ai toujours été quand même ambitieux, très travailleur. Et en fait, je suis de moins en moins motivé dans mon travail du fait que j'ai pas forcément les responsabilités que je souhaite et la structure n'évolue pas en fait comme j'aimerais qu'elle évolue. Et c'est pas moi le décideur dans ce type de structure, j'étais simplement salarié, entraîneur, et j'ai toujours eu une vision propre des choses. Et donc il y a eu un moment, un clash entre ma vision et la vision de la structure. Et avec ce que j'avais vécu par le passé, ça me dérangeait absolument pas de partir. Je sentais qu'il fallait que je parte, tout simplement puisque je ne sentais plus de respect. Et tout simplement, j'avais plus grand chose à tirer de cet environnement. J'ai donné le maximum et je me sentais un peu bloqué. C'est pour ça que je suis parti aussi de ce travail pour aller en salle de musculation. Et là, les limites sont arrivées encore plus vite. En 3 mois, j'ai très vite fait le tour et j'ai très vite compris l'idée de ce qu'était une salle de musculation. Donc j'étais coach en salle et finalement être coach en salle, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des cours collectifs et c'est en fait presque faire de l'animation. Moi j'ai toujours été quelqu'un qui était quand même orienté vers la performance, vers des chiffres, vers des résultats. Et là je me retrouvais dans une mécanique où c'était vraiment plus de l'animation, du loisir, faire des choses pour que les gens bougent. Alors c'est super mais il n'y avait pas vraiment d'objectif derrière. Et franchement le niveau de transformation et de développement que j'apportais n'était pas du tout à la hauteur de ce à quoi j'aspirais. Sachant que dans le même temps, je me forme sur la musculation, sur la transformation physique, sur la nutrition, et j'ai pas du tout le temps de développer toutes mes compétences et de les mettre au service des gens en salle de musculation. Les gens en salle de musculation, la plupart n'ont pas le temps, c'est des débutants qui cherchent pas forcément à performer ni à se transformer physiquement, ou en tout cas beaucoup ne l'assument pas et donc ne se posent pas les bonnes questions et ne cherchent donc pas l'information. Ce qui fait que je me sentais assez inutile finalement, alors qu'en cours particulier et avec les premiers clients que j'ai eus, c'est aller beaucoup plus loin. Vraiment là on allait dans le détail, on faisait des choses qui étaient vraiment orientées vers ce que je souhaitais et bien sûr ce que eux voulaient. Et les résultats que j'avais dans mes cours particuliers, dans ce que j'avais monté par moi-même, étaient beaucoup plus satisfaisants pour moi. J'étais aussi mon propre patron, donc c'était beaucoup plus facile pour moi de réaliser la vision que j'avais en travaillant. Donc aujourd'hui, bien sûr, j'entreprends, je continue de réaliser la vision que j'ai pour apporter un maximum de valeur aux personnes à qui j'ai envie d'apporter de la valeur. Et c'est aussi par cette histoire que vous comprenez sûrement pourquoi aujourd'hui les personnes qui m'intéressent le plus, c'est les cadres et les entrepreneurs. Tout simplement puisque je suis passé par ces stades-là et que je peux bien plus facilement comprendre les interrogations, les souffrances, la vie
les contraintes de ce type de profil. Et c'est vraiment eux que j'ai envie d'aider. Alors peut-être pareil que ça évoluera, maintenant je suis beaucoup plus flexible, mais pour l'instant j'ai vraiment envie de me focus sur ces personnes-là et comment faire en sorte qu'elles aillent bien, qu'elles s'épanouissent dans leur travail, qu'elles trouvent du sens, qu'elles aient une activité physique adaptée et optimisée à leurs contraintes, pour qu'elles puissent tout simplement bien vivre. Toute cette étape, c'est vivre, et comment ça pourrait se résumer simplement, déjà par une chose, c'est qu'il faut être OK avec le risque. C'est-à-dire prendre les devants, être proactif, c'est chaque jour réaliser les petites actions qui vont nous emmener vers là où on veut aller. Et ça, forcément, c'est un risque, mais le risque, le plus grand risque, c'est de ne pas faire. Si chaque jour je fais ce qui est nécessaire de faire, ça va marcher. Finalement, le risque, c'est quoi? C'est le manque de confiance, c'est-à-dire le fait de ne pas être sûr de pouvoir réaliser chaque jour ce qu'on se promet. C'est donc aussi avoir une identité plus adaptable, c'est-à-dire évoluer en fonction des contraintes et pas se dire ma vie ça va être ça, peu importe ce qui va se passer. Donc avoir un état d'esprit ouvert, grandissant, où on souhaite constamment s'instruire, évoluer, s'enrichir d'abord personnellement dans son monde intérieur pour que ça se sente à l'extérieur. Donc être bien pour bien rendre service aux autres, ça c'est fondamental. Ce qui est super important pour moi, c'est que quand je me rends en coaching, que ce soit en cours particulier ou en cours collectif, ou quand je réponds aux personnes que je suis en ligne, c'est d'être dans un état d'esprit où j'ai envie de les aider, j'ai envie de travailler. Et ça, c'est vraiment donc une nouvelle manière de vivre, c'est vraiment réapprendre à vivre, c'est se respecter, respecter les autres, être sincère, être intègre, ce qui va aussi grandement augmenter notre reconnaissance et notre gratitude vis-à-vis de la vie. Aujourd'hui, je suis super satisfait pour des choses beaucoup plus simples, et je me souviendrai toujours quand j'ai commencé à être entraîneur et quand j'allais au travail, j'étais super heureux, même si je touchais le SMIC concrètement. Et jusqu'en 2021-2022, je touchais 1300 à 1700 euros par mois. Mais il faut y croire, il faut apprendre, il faut s'enrichir personnellement dans son monde intérieur encore une fois. Et du fait qu'on va s'instruire et qu'on va pouvoir donner plus de valeur aux autres, on va aussi pouvoir gagner aussi plus d'argent, ce qui va pouvoir augmenter notre qualité de vie. Mais ce qui augmente fondamentalement déjà sa qualité de vie, c'est d'être honnête, intègre avec les autres. Donc voilà, on s'en est remis, on est content, mais on reste toujours vigilant. Et j'adore cette phrase, l'arbre du paradis prend ses racines en enfer, c'est vraiment l'image. Si aujourd'hui j'ai une vision totalement différente de ma vie et je sais pertinemment à quel point j'ai changé et que je suis beaucoup plus reconnaissant envers la vie, c'est parce que j'ai traversé ce moment-là et que j'ai toujours en tête cette comparaison entre les moments les plus durs et l'état dans lequel je suis actuellement. Et rien que de se rappeler cet état et mon état actuel, eh ben je me sens bien. Je me dis que j'ai une chance incroyable de pouvoir vivre avec déjà une bonne santé mentale. Et vraiment, ça fait une refonte totale de ma manière de voir les choses et de vivre. Je suis quelqu'un qui est bien plus satisfait aujourd'hui qu'il l'était il y a 5-6 ans. C'est vraiment une étape qui m'a fait grandir, qui m'a permis de me transformer et qui m'a fait aussi comprendre que en fait la vie c'était un peu le jeu de la transformation. Aujourd'hui je fais de la transformation physique, je fais de la perte de poids, je fais de la prise de masse, mais pour moi c'est des choses qui sont extrêmement liées. Se transformer, c'est changer d'identité. Et changer de physique, c'est aussi changer d'identité. Changer d'habitude alimentaire, c'est changer d'identité. Mais ce sont des choses dont on a plus ou moins conscience. Mais aujourd'hui, c'est très clair pour moi, et c'est des choses que j'enseigne aussi aux personnes que je suis. Vouloir changer, c'est quoi qu'il arrive, changer quelque chose à son identité, à ses habitudes. Et à partir du moment où on est à l'aise, où on a le courage de changer, où on a le courage de faire face à soi-même, on va pouvoir effectivement se transformer. Mais ça demande d'être intègre, humble, honnête, reconnaissant, simple, des choses qui sont loin d'être super excitantes, qui vont donner beaucoup de plaisir, mais ça a quelque chose de fondamentalement bon. C'est quelque chose qui va stabiliser, c'est quelque chose qui va nous faire profiter simplement des choses essentielles de la vie. Voilà comment j'ai changé. J'espère que la vidéo vous a intéressé, que vous avez appris des choses et que si jamais vous êtes dans une situation délicate, bien sûr, vous pouvez en parler, parlez-en à vos proches. Soyez en tout cas sincères envers vous-même, envers vos émotions, envers les émotions que vous avez envers les autres. Puisque quoi qu'il arrive, si vous n'affrontez pas le défi de votre vie,
vous devrez l'affronter par la suite. Faites en sorte de dépasser vos problèmes. La vie, c'est un jeu où on doit grandir, où on doit prendre conscience, et plus notre conscience se développe, meilleurs sont nos choix et meilleure sera notre qualité de vie. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.